Merci Fred Tanvier. On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons deux invités. Bonsoir Anna Kowalska. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes correspondante de l'émission Dzień Dobry pour la télévision polonaise TVN. Et à vos côtés, bonsoir Juan José Dorado. Buenas tardes. Exactement, buenas tardes. J'allais le dire, vous êtes correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez notamment au groupe de presse La Région. Très bien. Bienvenue à tous les deux. Et d'abord, Hélène, notre premier dossier de la semaine. Eh bien, justement, vous allez être en terrain connu, Juan José. C'est donc le résultat plutôt inattendu des élections législatives en Espagne. Et je ne vais pas la faire en espagnol. Alors, évidemment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, on connaît, avant de l'avoir tué, Renaud. Exemple, évidemment, avec l'Espagne et ses élections législatives dimanche dernier, la droite était largement donnée favorite. Et puis, finalement, eh bien, le Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez, garde une vraie chance de rester au pouvoir. La droite a une courte majorité et même en s'alliant avec l'extrême droite n'aura pas la majorité absolue. Cette extrême droite, le parti Vox, qui n'obtient que 33 sièges. Je dis que parce qu'on avait dit là aussi qu'elle serait bien plus haut selon les sondages. Donc voilà, Sánchez reste au pouvoir. Juan José Dorado, on peut se dire que là on rentre dans une longue phase de tractation. On peut parler de crise quand même politique en Espagne. On peut parler des crises politiques ou des normalités politiques en Espagne, parce qu'on a eu ce même problème lors des élections de décembre 2015, qu'il a fallu refaire en juin 2016. Et en 2019, on est allé voter encore 2 fois du côté de l'Espagnol. Donc c'est pour ça que parfois, ça devient une espèce de chose commune aux Espagnols de revoter. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce résultat. Vous-même, vous avez été surpris. Et comment vous expliquez ça? On était surpris. Mais écoutez, quand vous êtes à 20h le soir et tous les sondages sortis des urnes vous disent, continuent à vous dire que le Parti populaire aura au moins 150 députés. Ça, c'est la droite. Voilà la droite. Et là, vous dites, comment est-il possible qu'en 2h30, il y a eu ces renversements des situations. Il y a des explications, bien sûr. Après une petite semaine, c'est clair que les Espagnols ont eu peur de l'extrême droite, de voir des ministres d'extrême droite au gouvernement espagnol. Ça a amené à des abstentionnistes 4% de voix supplémentaires par rapport à 2019, en 23 juillet quand même. Donc ça a amené les abstentionnistes à voter. Ça a amené des socialistes qui allaient voter droite à dire non, on va rester socialiste. Et puis il y a eu le vote utile. Vous avez l'extrême gauche espagnole a perdu 300 000 voix au bénéfice du Parti socialiste. Les indépendantistes catalans ont perdu 700 000 voix qui sont allées essentiellement du côté du Parti socialiste aussi. Ouais. Anna Kowalska, finalement, ce coup d'arrêt à l'extrême droite en Espagne, est-ce que c'est propre à l'Espagne ou est-ce que ça peut s'élargir à l'Europe? On voit quand même qu'il y a beaucoup d'alliances droite-extrême droite en Europe aujourd'hui. Oui, moi je pense qu'une hirondelle espagnole ne fait pas le printemps. Et malgré tout, si on regarde toutes les élections en Europe dernières années, ce qui sont à venir dans les sondages... En Pologne. Et en France, européenne l'année prochaine, en Pologne, en France aussi, extrême droite très forte. On a des pays comme Italie où extrême droite gouverne, en Grèce où dernièrement il y avait un gouvernement extrême gauche, maintenant extrême droite est au Parlement. Suède, Finlande, bon, il y en a beaucoup. Je pense qu'il faut s'habituer à l'extrême droite. Ce n'est pas une exception en Europe, qu'ils font vraiment partie aujourd'hui de scène politique dans beaucoup de pays. Et notamment à l'élection européenne l'année prochaine, on voit déjà, selon les sondages, mais on voit déjà que l'extrême droite au Parlement européen aura beaucoup plus de sièges que pendant les élections de 2016. Donc je pense que les Espagnols ici ont peut-être, comme Juan vient de me dire en coulisses, des anticorps extrême droite, parce qu'on se rappelle de Franco il y a 40 ans, mais ce n'est plus le cas, par exemple, en Allemagne. 20% maintenant à extrême droite ou en Italie. Mais vous évoquiez l'enjeu des élections européennes de juin prochain, de juin 2024. Juan José Dorado, vous le disiez en même temps, la perspective d'une alliance droite-extrême droite a peut-être mobilisé des électeurs contre cette alliance-là en Espagne. Est-ce que ça ne peut pas se produire aussi à l'occasion des élections européennes, où il y a aussi une incertitude? Est-ce que la droite européenne pourrait être tentée de s'allier avec tout ou partie de l'extrême droite après les européennes prochaines au Parlement de Strasbourg? S'allier dans des listes communes, ça paraît... Non, s'entendre après, ensuite au Parlement. Mais effectivement, s'entendre après dans le Parlement, oui, puisqu'on voit qu'il y a des points communs entre l'extrême droite ou les populismes, parce qu'on a commencé à appeler l'extrême droite des partis populistes. Et donc, d'une certaine façon, on a l'impression que ce n'est pas l'extrême droite. Non, ça reste l'extrême droite. Mais c'est vrai qu'il y a des points communs entre une certaine droite au Parlement européen, qui n'est pas encore extrême, mais qui pourrait le devenir très rapidement. Et en tout cas, il y a un pays aussi où la gauche regarde ce résultat des élections en Espagne avec espoir et qui espère en tirer des leçons. Eh bien, c'est en France. Ben oui, évidemment, l'Espagne, là, elle fait rêver. Tout d'un coup, on a des étoiles dans les yeux d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Je vous propose de le regarder.
vient de vivre dimanche dernier une élection législative en Espagne. Elle devrait nous inspirer. Vous avez là un mode de scrutin qui est celui que nous aurons aux élections européennes, un scrutin proportionnel, et vous avez à la fois le PSOE, le Parti socialiste espagnol, et puis Sumar, qui est la gauche radicale, qui sont alliés dans une coalition au gouvernement, qui sont partis chacun sous leur couleur aux élections législatives. Et voyez le résultat. La vocation du PS français, c'est de prendre exemple sur ce qui se fait de mieux. Constance Rivière, vous pensez qu'on peut faire un petit copier-coller comme ça entre ce qui se passe en Espagne et puis le PS aujourd'hui en France ? Je sais pas, moi, si j'écoute les experts, j'entends surtout deux choses. C'est qu'il faut se méfier des sondages et il faut se méfier des comparaisons. Et donc, quand on regarde l'histoire espagnole, cette poussée de l'extrême droite elle est très récente. En France, l'extrême droite est installée depuis bien plus longtemps, au moins depuis le début des années 1980. Et donc, je suis pas totalement convaincu qu'on puisse dire qu'on est dans une situation similaire. Mais pour ce qui est de la gauche, il y a les experts, et puis il y a votre propre expertise à vous, votre expérience qui était rappelée dans votre portrait de militante socialiste, de conseillère de François Hollande à l'Élysée. Est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour la gauche française, comme le fait l'UFR, ou est-ce qu'il n'y a pas une différence par rapport à l'Espagne, notamment, c'est qu'en Espagne, la coalition de gauche, elle est encore dominée nettement par les sociodémocrates et pas par la gauche radicale, ce qui n'est plus le cas en France aujourd'hui. Je pense que ce que ça signifie, surtout, c'est à quel point dans un pays comme l'Espagne, où on a malgré tout des blocs de droite et de gauche qui restent encore clairement identifiés, il y a quelque chose de l'ordre du vote utile qui peut surgir. Et donc pour moi, la question, c'est quand est-ce qu'on retrouvera ces blocs de gauche et de droite identifiés en France ? Anna Kowalska ? Oui, moi je pense que la situation française et espagnole ne sont pas tout à fait pareilles. Gauche classique était au pouvoir depuis longtemps en Espagne. Et puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi Pedro Sánchez, qui est un négociateur fort, qui fera tout pour créer un gouvernement. Je ne sais pas si c'est le cas, notamment avec Jean-Luc Mélenchon en France. Mais pourquoi est-ce qu'en Espagne, par exemple, ou ailleurs en Europe, en Allemagne ou au Royaume-Uni, la gauche a parfois réussi à être réélue, à rester au pouvoir après des élections législatives, jamais en France ? En France, oui, c'est toujours une seule législature. C'est un cas très particulier en Espagne, mais comme on en disait tout à l'heure, c'est vrai que l'Espagne est sortie de la dictature fin des années 70. On est en démocratie depuis 78. Donc, des pays comme la France, des pays comme l'Allemagne, des pays comme l'Italie ont commencé ce chemin fin des années 40. Donc, ils ont 40 ans d'avance, entre guillemets, par rapport à nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voyez la dernière semaine de la campagne en Espagne, elle a été surtout centrée sur le fait que la gauche disait aux électeurs, écoutez, si vous votez droite, vous votez fascisme. Et donc, ce type de discours, on n'entend pas aussi fort en Allemagne ou en France. En Espagne, par contre, c'est un vrai discours. Si vous votez droite, vous votez fascisme. Et ça, c'est une réalité. C'est ce qu'on a appelé pendant longtemps le barrage républicain en France. Expression qui est un peu tombée en désuétude, disons. Alors c'est maintenant l'heure du temps fort en images de la semaine qui nous emmène ce soir en Grèce. Le pays est la proie des flammes. Des milliers de touristes ont cherché à fuir en urgence certains sites comme l'île de Rhodes dévastée par les incendies. Débordés, les pompiers grecs ont fait appel à la coopération européenne. Un dispositif instauré par la Commission européenne mutualise les ressources de protection civile des pays de l'UE. Et en quelques heures, d'ailleurs, la Grèce a ainsi reçu l'assistance de 4 Canadair français et italiens et de 230 pompiers roumains, polonais et slovaques. Après les incendies dévastateurs de l'année dernière, dans une grande partie de l'Europe du Sud, nous avons décidé de doubler la capacité aérienne de lutte contre les incendies. Nous estimons que si les contrats et un nombre suffisant de commandes sont conclus cette année, alors nous aurions les premiers avions livrés 2 ans plus tard. Et toute la flotte pourrait être là d'ici la fin de la décennie. Alors, Anna Kowalska, est-ce que ce niveau européen de solidarité, d'entraide, est désormais le niveau qui s'impose pour gérer des catastrophes d'une telle ampleur ? C'est sûr qu'il est utile. Il a été utilisé, je crois, 600 fois depuis la création, 100 fois l'année dernière. Mais je pense que ça n'empêche que malgré tout, les meilleurs spécialistes viennent de pays en question. Les 150 pompiers polonais, ils ont bien aidé en Grèce, mais ils n'ont pas du tout la même connaissance de terrain que les Grecs, notamment sur les îles. Donc je pense qu'il faut à la fois certes investir dans cette coopération européenne qui a prouvé d'être très utile, notamment pendant le Covid. Mais il ne faut pas oublier que la crise doit être aussi gérée. Il faut vraiment, notamment dans les questions de la Grèce, Espagne ou même sud de la France, il y a des incendies. Il faut peut-être plus de moyens européens pour aider ce pays en question. Parce qu'en Grèce, le gouvernement a été très critiqué par la manque de réponses et par la manque de
préparation, par la vieillesse de machines, par un manque de préparation de fonctionnaires. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder au niveau européen aussi de près. Juan Rosero Dorado, pour tous les pays du pourtour méditerranéen qui vivent du tourisme, c'est catastrophique ce type d'événement. C'est catastrophique. Notamment pour l'Espagne. C'est catastrophique. D'ailleurs, jusqu'à la mi-juillet, 54% des hectares brûlés en Europe l'étaient en Espagne. Donc nous, on a déjà perdu un peu plus de 68 000 hectares à la date d'aujourd'hui, ce qui est énorme. Mais comme disait ma confrère, l'histoire, c'est que chaque pays doit gérer ces programmes. L'Espagne, malheureusement, a l'expérience. Et depuis des années, il y a des investissements en matériel, il y a des plans, des préventions et des luttes contre les feux de forêt. Même s'il y a des prévisions aussi dans le rapport du GIEC qui sont très alarmants sur l'Espagne et notamment tout le Sud. Mais sur cet aspect-là, c'est vrai qu'il y a des pays comme l'Espagne qui font beaucoup d'efforts, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, des Grecs, qui manquent des moyens matériels logistiques, mais aussi d'hommes préparés pour faire face à cette catastrophe. Constance Rivière, on est là. Donc on parle du réchauffement climatique, les migrations climatiques, c'est un sujet qui va être au cœur, on imagine, du musée à un moment ou à un autre. Alors, on prépare même une exposition sur la migration climatique. Je vous remercie de poser la question. Mais effectivement, c'est un sujet qui nous semble fondamental, à la fois pour le musée de l'histoire de l'immigration, mais comme on parlait de l'aquarium tropical au début, ça fait aussi le lien, la question de l'impact du climat sur la biodiversité, sur les espèces et évidemment sur l'humanité. Aujourd'hui, chaque année, il y a entre 20 et 40 millions de déplacés liés au réchauffement climatique. Alors, parfois de manière très temporaire, mais parfois de manière beaucoup plus durable. Ça concerne plutôt les pays du Sud vers les pays du Sud, mais les images que vous montrez, elles montrent mieux que tout le reste à quel point on est dans une urgence européenne, mais en fait une urgence globale. Et là, c'est la Grèce, mais la France est pas loin. Donc voilà, j'ai presque envie de dire où irons-nous si on ne fait rien quand on sera nous aussi touchés par le réchauffement climatique. Un enjeu qui va prendre évidemment de l'ampleur dans les années, les décennies à venir. Hélène, on va passer à un autre dossier de la semaine, un compte à rebours en quelque sorte, puisque les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est dans tout juste un an. Et comme disait Coubertin, pour certains, l'essentiel, c'est bien de participer. Hein. Et oui, avec une bonne question quand même. Y aura-t-il des athlètes russes à ces JO à Paris? Une question importante, parce que ça peut provoquer aussi le boycott des Ukrainiens en fonction de la réponse. Alors Kiev a l'air d'assouplir un petit peu sa position, OK, pour concourir aux côtés des athlètes russes et biélorusses, à condition qu'ils respectent un statut de neutralité, ça veut dire pas d'hymne, pas de drapeau et pas de couleur nationale. Côté du CIO, là, c'est encore un peu flou, là aussi. Hein. Le comité olympique a lancé les invitations cette semaine, se baserait sur le principe de neutralité finalement pour accepter les athlètes russes et biélorusses, en ajoutant une condition, ces athlètes ne doivent pas avoir de près ou de loin avoir quelque chose avec la guerre. On fait comment en fait, Anna Kowalska? Comment on s'en sort de ça? Oui, c'est une très bonne question. Les athlètes russes ne peuvent pas vraiment prouver qu'ils ne sont pas proches de Vladimir Poutine et qu'ils ne sont pas contre la guerre. Ça veut dire quoi? Qu'ils doivent signer une déclaration « Je suis contre la guerre et je ne vais pas accepter les remerciements de Vladimir Poutine ». On sait très bien que Vladimir Poutine ne va jamais permettre ça parce que pour lui, c'est un moyen de propagande, de gloire pour la Russie, les athlètes russes qui gagnent. Donc, vraiment, c'est une situation très difficile. Et pour les athlètes, ça pourrait être dangereux d'ailleurs, y compris pour eux ou pour leur famille en Russie. Oui, on a des exemples. Dans le passé, il y avait une athlète biélorusse très connue, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui après Tokyo a dû atterrir en Pologne puisqu'elle était plus acceptée en Biélorusse, parce qu'elle a critiqué le régime. Donc c'est une situation très difficile. C'est sûr que Vladimir Poutine ferait tout pour que les athlètes russes soient présents et gagnent, parce que pour lui, montrer que la Russie est très forte, c'est toujours un moyen de propagande très importante. Après, je pense qu'il est impossible vraiment que les athlètes russes prouvent qu'ils sont indépendants. 85%, selon les statistiques, 85% d'athlètes professionnels russes, ce sont des fonctionnaires publics, donc financés par Vladimir Poutine ou par des grandes entreprises comme Gazprom. Vraiment impossible d'y prouver qu'ils ne sont pas connectés avec Alors, une situation extrêmement complexe et pourtant, d'ores et déjà, les Ukrainiens et les Russes s'affrontent dans certaines disciplines. C'était le cas, par exemple, cette semaine au championnat du monde d'escrime. Oui, tout à fait, Renaud. C'était la première fois que les deux nations ennemies se retrouvaient face à face depuis le début du conflit. Et ça a créé quelques étincelles. L'escrimeuse ukrainienne Olga Karlen a été disqualifiée avant-hier à Milan pour avoir refusé de serrer la main de son adversaire russe. Et on le voit, hein, depuis le début de la guerre en Ukraine, tout est perturbé au niveau du sport. Les athlètes russes et biélorusses se sont vus exclure de plusieurs grandes compétitions internationales, la Coupe du Monde au Qatar, les Jeux paralympiques de Pékin et même le tournoi de Wimbledon en 2022. Et à l'inverse, certaines
certaines disciplines, comme la boxe ou le cyclisme, n'ont jamais modifié leurs règles et ont continué à accepter les délégations russes, à condition évidemment de concourir sous bannière neutre, comme vous le disiez, Hélène. Il aura fallu attendre le mois d'avril pour que la Fédération internationale d'escrime, dont on vient de parler, soit la première à réintégrer des athlètes en compétition, là encore sous bannière neutre, suivi ensuite par le taekwondo, le tennis de table, le triathlon, tandis que la Fédération d'athlétisme et de sport équestre refuse toujours de les réintégrer. Enfin, on se rend bien compte que la situation est vraiment complexe et qu'il y a autant de situations que de fédérations quasiment. Juan José Dorado, c'était une bonne idée de laisser chaque fédération décider d'accepter ou non les équipes russes? C'est une bonne idée, c'est une façon de passer la patate chaude aux fédérations. Donc, le CIO reste à regarder comment ça se passe. Vous imaginez qu'au mois de février, mais il y a 1 an et demi, au début de la guerre, tout le monde était d'accord pour que les Russes et les Biélorusses ne participent à aucune des épreuves. Au mois de février dernier, quand le CIO décide effectivement qu'ils peuvent participer sous certaines conditions dans certaines épreuves internationales, il y a eu quand même un certain nombre de pays qui ont dit ah, non, c'est impossible. Mais aujourd'hui, vous l'avez signalé tout à l'heure, même Kiev commence à ouvrir la porte. On est loin du boycott des années 80 ou 84 des Jeux Olympiques à Moscou. Et donc ça veut dire qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour l'Ukraine et la Russie de participer. Pour d'abord la France, qui accueille et qui forcément veut avoir les meilleurs athlètes. Il y a un intérêt pour la Russie pour montrer qu'elle réintègre en quelque sorte la scène internationale. Et il y a un intérêt forcément aussi pour le CIO qui va dire encore une fois, vous voyez, le sport n'a rien à voir. Sauf qu'on oublie que Emmanuel Macron avait dit au sujet du Qatar, il ne faut pas politiser les sports. Mais ça, Constance Rivière, c'est vieux comme le sport et comme la politique. Le CIO prétend vouloir distinguer les deux, mais dans l'histoire, que ce soit les Jeux Olympiques avec une foultitude de boycotts ou d'autres grandes compétitions internationales, on peut songer à d'anciennes Coupes du Monde de football utilisées par certains régimes, sport et politique ont toujours été mélangés, non? Et particulièrement les Jeux Olympiques. C'est quand même le dernier endroit où les nations du monde s'affrontent entre elles avec des enjeux d'image très impressionnants. Enfin, rappelons-nous, après que en 1917, l'URSS a décidé de ne plus participer aux JO, quand Staline décide de revenir, c'est bien pour montrer au monde entier la suprématie soviétique dans la capacité à former ses sportifs. Donc depuis toujours, les Jeux ont été politiques et c'est pour ça que le débat qu'on a ce soir, je pense qu'il est très loin d'être terminé et que le CIO peut se dire apolitique, mais la politique va venir le rattraper à chaque instant et à chaque décision qu'il prendra sur un sujet comme celui-là. Mais on ne peut pas imaginer à l'inverse, ce serait catastrophique pour les organisateurs et donc pour la France si jamais d'autres pays, comme par exemple l'Ukraine, envisageaient de boycotter la compétition à cause de la présence d'athlètes russes et biélorusses. Anna Kowalska. Oui, honnêtement, il y a le même débat en Pologne. Qu'est-ce qu'on fait si la Russie vient aux Jeux Olympiques? La Pologne faisait partie de 34 pays qui, cette année, ont signé une grande lettre adressée à Comité international olympique pour faire en sorte que la Russie ne va pas participer dans les Jeux Olympiques. Parce qu'on dit, franchement, les conditions depuis le début de la guerre pour l'Ukraine n'ont pas changé. Alors pourquoi les conditions pour les sportifs russes auraient changé en 2024? Les conditions sur le terrain sont pareilles, donc il n'y a pas de raison pour laquelle la Russie aujourd'hui devrait traiter... pourrait boycotter dans ces cas-là. Je pense que l'enjeu est beaucoup trop fort, mais il y a un tel débat. Merci en tout cas à tous les deux, Juan José Dorado et Anna Kowalska, d'être venus débattre ce soir sur ce plateau.